SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines. Bonjour, je suis Jean Bernard, l'un des 7 coprésidentes et coprésidents de l'association SOS Forêt Dordogne. Alors, c'est une association créée en 2021 pour lutter contre les coupes rases de nos forêts de feuillus, notamment, qui sont de la déforestation pure et simple et qui sont suivies de plus par une malforestation qui consiste à planter derrière ces coupes rases des monocultures d'arbres, en grande partie des résineux, qui n'ont plus rien à voir avec un écosystème forestier et qui sont des cultures d'arbres pour l'industrie. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre en lumière le châtaignier, qui est un arbre emblématique du Périgord, que tout le monde connaît et qui traverse une période difficile en ce moment à cause des maladies et des sécheresses prolongées que nous connaissons, ce qui en fait une cible privilégiée pour les tenants de son exploitation et de son remplacement par des plantations monospécifiques pouvant raser des peuplements jugés dépérissants ou vulnérables avec des subventions d'État à l'appui. Mon but ici est de mieux faire connaître cet arbre à travers son histoire et la place qu'il a eue et a toujours dans nos territoires périgourdins. Selon Chantal Leroyer, dans son ouvrage « Apparition et diffusion du châtaignier en Dordogne », les analyses palynologiques, qui est l'étude des grains de pollen, il apparaît en Dordogne à partir de l'âge de bronze, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, lorsque les activités agro-pastorales de l'homme avaient ouvert le milieu, donc depuis le néolithique, et créé des milieux rudéralisés, c'est-à-dire que le terrain a été transformé par une activité humaine. Et donc ces milieux rudéralisés ont favorisé l'installation d'essences héliophiles qui aiment la lumière, comme le châtaignier. Plusieurs hypothèses basées sur ces analyses polliniques laissent penser que cet arbre a précédé de plusieurs milliers d'années les légions romaines et les moines du Moyen-Âge qui, eux, ont développé la culture du châtaignier, ce qui corrobore les observations d'une géographe, Madame Depin, qui notait dans la revue Géographie de 1936, appelée Le châtaignier en Périgord, qui notait qu'il ne semblait pas douteux que le châtaignier ait été spontané en Périgord, comme le prouvent les débris carbonisés trouvés sous l'abri Mège de Téja, dans le nord de la Dordogne, sur l'arrondissement de Nontron. Non loin d'ici, dans la région du Médoc, des châtaignes ont été trouvées dans un paléosol vieux de 6500 ans avant Jésus-Christ, des petites châtaignes toutes rondes. Voilà, ça date un peu. Les conditions climatiques du Périgord répondent aux exigences du châtaignier. La température lui est propice, les gelées qui lui sont quelquefois fatales restent assez rares, le degré d'humidité est suffisant, même dans les mois de juillet, août et septembre, c'est des mois qui coïncident à la fois avec le minimum de pluviosité, où justement, pour former et mûrir ses fruits, il a besoin d'eau. Les sols périgourdins aussi, en plusieurs points du territoire, conviennent au châtaignier. C'est une essence calcifuge, c'est-à-dire qui n'aime pas les sols calcaires. C'est une essence qui est aussi facilement acclimatable, mais qui privilégie et favorise les sols acides et bien drainés. Le châtaignier affectionne particulièrement les sols siliceux ou sablonneux argileux, raison pour laquelle il est très présent sur une grande partie de la Dordogne. Toujours selon Madame Depin, ces territoires contiennent la silice favorable à la croissance des châtaigniers et recouvrent le Périgord blanc, le sarladé, le bergeracois, le ribéracois, la double et les landes. Il semble s'être répandu sur une large partie du territoire à partir du développement de sa culture au Moyen-Âge. Au fil des siècles, elle note que sa présence a toujours été constante et cite le sieur Lamoignon de Courson qui, au XVIIe siècle, parle de la Double comme une forêt immense de châtaigniers. Elle cite aussi Pierre Lapatie, inspecteur des manufactures du XVIIIe siècle, qui note que la route du Bug à Saint-Albert n'offre presque que des châtaigniers en arbre et en taillis. Donc c'est un arbre qui a été de tout temps très présent en Périgord. De fait, le châtaignier a participé et contribué aux économies locales qui se sont succédées en fournissant le bois de chauffage, bien sûr, mais aussi le bois pour les piquets de vigne, les clôtures ou les ganivelles, le feuillard qui sont des lanières ou bandes de bois qui servaient pour le cerclage des fûts,
Le charbon de bois, à l'époque où nous sommes en Périgord au pays du fer, de 1691 à 1830, entre Auvézère et Vézère, on a coulé dans les forges d'Anse et de Plazac, par exemple, des milliers de canons pour la marine royale. Le châtaignier a contribué aussi à la fabrication d'outils, à l'industrie du cuir. Pour l'industrie du cuir, c'est l'utilisation de son tanin pour assouplir les peaux et les rendre imputrescibles. Quand on envoyait à la fin du XIXe siècle le bois de châtaignier aux tanneries de Bergerac par le petit train nommé Taco. Certains peut-être s'en souviendront. On l'utilisait aussi pour la vannerie, pour la construction, le châtaignier ayant un bois solide qui ne comporte que peu ou pas d'aubier, ce qui est idéal pour le bois d'œuvre. On trouve en France de nombreuses charpentes de toiture anciennes en bois de châtaignier, souvent très peu altérées, attestant la durabilité de cette essence au long des siècles. Si vous avez une vieille maison avec une charpente en châtaignier qui date de plus d'un siècle, essayez d'enfoncer un clou, vous verrez que c'est un bois plus que solide. On le retrouve fréquemment dans les maisons anciennes où les poutres de châtaignier sont souvent d'origine. Il sert aussi à la menuiserie, parquet, lambris, l'ébénisterie, etc. Actuellement, il fait l'objet d'une exploitation pour alimenter la fabrication de la pâte à papier. Avant, les paysans pouvaient vendre quelques hectares de bois pour alimenter les papeteries de Condat-Lardin, par exemple. Et aujourd'hui, son exploitation se tourne vers la filière bois-énergie. Pour parler de l'arbre, ses feuilles et ses écorces, outre le fait d'avoir des vertus médicinales déjà connues de nos ancêtres, étaient utilisées, tout comme les bogues, pour fertiliser les sols et constituer des litières pour les animaux. Jusqu'au début du XIXe siècle, les conditions d'existence étaient dures en Périgord et les châtaignes étaient l'aliment de base des petites gens. La pomme de terre, qui peut s'accommoder d'une terre siliceuse, ne faisant encore qu'une timide apparition. Et n'oublions pas que la châtaigne servait également de nourriture aux animaux, notamment pour les cochons. Quant aux animaux sauvages, inutile de leur demander ce qu'ils pensent de la châtaigne, ils adorent. Cette multifonctionnalité a valu au châtaignier nombre de surnoms, parmi lesquels arbre-providence, arbre nourricier ou encore celui de pain des pauvres. C'est dire l'importance de cet arbre comme marqueur identitaire du territoire périgourdin. C'est dire le peu de gratitude que les coopératives forestières témoignent à cet arbre, elles qui ont décrété, sans preuve scientifique à l'appui, que cet arbre était dépérissant ou vulnérable et qui s'acharne sur lui sans lui laisser exprimer sa résilience. Aujourd'hui comme hier, et probablement comme demain, le fruit du châtaignier continuera à être transformé pour de multiples usages comme la farine, la bière ou la confiserie. Sa fleur, très appréciée des abeilles, produit du miel de caractère dense, foncé et corsé, qui possède de grandes vertus gustatives et médicinales. Allons un peu plus loin en parlant de l'arbre de châtaignier, de l'individu châtaignier, je dirais. Il a contribué à notre survie au fil des siècles, ça je vous le disais, et a été d'un secours majeur même lors de grandes famines, cet arbre qui est devenu emblématique en Périgord. D'ailleurs, qui ne connaît pas le châtaignier, son fruit et ses grandes feuilles que les enfants ramassent à l'automne. Le châtaignier est un arbre forestier à feuillage caduc. Il perd ses feuilles l'hiver. Il est de la famille des fagacées, du mot grec phago, qui signifie manger, en relation avec le caractère comestible de son fruit, la châtaigne. Il peut atteindre 35 mètres de hauteur pour une circonférence moyenne de 3 à 5 mètres. Il a une grande longévité, certains spécimens ayant dépassé le millénaire. En Dordogne, le plus ancien connu se trouverait sur la commune de Saint-Cernin-de-Lerme, près de Villefranche du Périgord. Son âge, selon Jean-Claude Noir qui le cite dans son livre « Arbre vénérable de nos régions », son âge donc avoisinerait les 400 ans, sa hauteur est de 30 mètres et sa circonférence est de 8 mètres à hauteur d'homme. Pour l'anecdote, le châtaignier des 100 chevaux, situé sur la commune de Sant'Alfio en Sicile, sur les pentes de l'Etna, fait encore plus fort. Il atteindrait un âge estimé entre 2000 et 4000 ans. Cet arbre est monoïque, c'est-à-dire qu'il produit des fleurs mâles ou femelles sur le même arbre. Il fleurit de la mi-juin à la mi-juillet, les fleurs étant des chatons cylindriques, jaune pâle, les chatons mâles dressés à la floraison et disposés à la base des rameaux apparaissent les premiers et répandent alors une forte odeur de sperme ou de miel. C'est au choix.
tandis que les chatons femelles se réunissent par 3 et sont disposés plus au sommet. Le châtaignier est entomophile. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entomophilie ? L'entomophilie, c'est un mode de pollinisation dans lequel des insectes participent au transport du pollen sur d'autres arbres, ce qui donne lieu à la fécondation des fleurs. La pollinisation est majoritairement réalisée par 2 coléoptères, une cantharide, le téléphore fauve, qui est un coléoptère roux avec des antennes. Il est longiligne avec des yeux et le bout des élytres noirs. Par un autre coléoptère, l'alécule citron, coléoptère de 7 à 10 mm, qui est remarquable par sa couleur jaune citron. Eux, vous pouvez les observer très probablement lors de la floraison des châtaigniers, en y regardant bien. Ils font pas de bruit, mais ils sont présents sur les fleurs des châtaigniers. Et puis bien sûr, nous avons d'autres insectes butineurs, dont les plus aptes à assurer la pollinisation des plantes à fleurs sont notamment les bourdons, les osmies. Les osmies, ce sont les abeilles sauvages, et les abeilles élevées par les apiculteurs. Il y a aussi d'autres insectes qui contribuent à la fécondation de cet arbre. Le châtaignier étant la première essence entomophile de France, elle est une espèce très importante pour la survie des pollinisateurs. La production fruitière, quant à elle, est issue d'arbres greffés avec des variétés sélectionnées. Et cette production fruitière date, on l'a vu, au moins de l'époque romaine. La bogue épineuse enveloppe les fruits et dissuade certains prédateurs de s'attaquer aux châtaignes. À l'intérieur de la bogue se trouvent les châtaignes, au nombre de 1 à 3. On ramasse ces châtaignes généralement au mois d'octobre. Donc le châtaignier prend naissance par son fruit, la châtaigne, issue d'une reproduction sexuée, laquelle va germer au sol pour donner une nouvelle tige. Mais le châtaignier peut aussi se reproduire de façon asexuée, c'est-à-dire qu'à partir d'une souche poussent des rejetons qui vont grandir et former des taillis. C'est la reproduction végétative, que l'on appelle aussi la cépée. Donc en forêt, on peut trouver cet arbre sous forme de futée, c'est-à-dire issu d'arbres de franc-pied qui n'ont qu'une tige, ou sous forme de taillis, qui sont des cépées composées de plusieurs brins ou rejets. En dehors de la forêt, le châtaignier se présente, comme on l'a vu, sous la forme de vergers à production exclusivement fruitière. Aujourd'hui, le châtaignier fait partie intégrante de nos forêts périgourdines et compte pour plus de 25% des essences présentes, ce qui en fait un arbre pratiquement majoritaire avec le chêne dans nos forêts. Des peuplements riches et diversifiés dont il est bon de rappeler qu'ils font partie des 4% des forêts métropolitaines possédant plus de 4 essences d'arbres. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que les forêts périgourdines sont des forêts très riches en diversité, donc en biodiversité. C'est sous son couvert tempéré que poussent les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort et autres pieds de mouton. Il constitue un habitat idéal pour de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères et d'insectes. Ses fruits, abondants en automne, fournissent la nourriture pour la faune sauvage et ses feuilles, la litière qui nourrira les sols. À l'heure actuelle, cet arbre est considéré comme dépérissant dans diverses stations de notre territoire. Alors, quand je dis station, c'est divers sites. Quand on parle de forêt, on parle de stations, là où poussent des arbres, il y a des stations, des sites différents, au niveau du sol notamment. Le dépérissement du châtaignier est le fait de pathologies dues à des ravageurs comme l'encre, qui est un champignon qui contamine les racines et fait mourir l'arbre en quelques années. L'encre, on la trouve souvent sur des sols mal aérés, voire tassés, ce que décrit Frédéric Mastard dans son ouvrage « Le châtaignier en Périgord ou les trajectoires incertaines d'une ressource territoriale », qui dit que cette maladie semblait relativement maîtrisée au début du XXIe siècle, qui actuellement redémarre, faute bien sûr au dérèglement climatique, mais aussi aux pratiques sylvicoles, qui utilisent des engins lourds et favorisent par le tassement du sol les hydromorphies où se plaisent les spores flagellés du Phytophthora, qui est un champignon. Sur ces sols-là, l'encre s'installe facilement. Il y a aussi le chancre, qui est un autre champignon qui attaque l'écorce de l'arbre, le chancre étant favorisé par la compression des tiges et par le régime du taillis simple où l'on ne trouve que du châtaignier ou presque. Plus récemment, l'insecte appelé Cynips, qui est une variété de guêpe, est à l'origine aussi de la gale des feuilles.
Les pathologies sont avant tout induites par une situation écophysiologique négative, comme le stress hydrique généré par l'assèchement du boisement qui fragilise l'arbre. Dans cette situation, la pression osmotique est trop faible et permet au mycélium des fonges, c'est-à-dire des champignons, de coloniser les vaisseaux de circulation de la sève et de les obstruer. Cette situation peut être amoindrie lorsque le boisement reprend son équilibre architectural, un équilibre architectural, c'est-à-dire avec essences mélangées, des essences d'âge différents, et aussi la présence du bois mort, donc quand la forêt, en quelque sorte, redevient fonctionnelle. À ces ravageurs s'ajoute le dérèglement climatique, avec des sécheresses estivales prolongées à l'origine du stress hydrique. Paradoxalement, son besoin en eau est peu élevé par rapport à d'autres essences forestières ou plantes, comme les cultures céréalières. Les fortes précipitations concentrées et prolongées provoquent aussi la pourriture de ces fruits, ce qu'on appelle la pourriture brune. Autant de paramètres qui, ajoutés au fait que les actuels rejets repoussent sur des souches vieilles de plus d'un siècle, qui sont des souches épuisées par les coupes successives. Voilà, on peut noter qu'on estime qu'après 4 rotations de coupes, c'est-à-dire après 4 coupes, une rotation, ça dure à peu près 25 ans entre chaque coupe. Donc après 4 rotations de coupe, la souche s'épuise, ce qui explique la fragilité des peuplements et leur sensibilité accentuée aux événements climatiques. Climatique, mais plus précisément bioclimatique. C'est-à-dire qu'on inclut le climat, quand on parle de bioclimatisme, on inclut le climat, le sol et le type de végétation. C'est tout un contexte. C'est un contexte bioclimatique qui peut être induit par un boisement déstructuré, par exemple une strate arborée unique, avec un recouvrement inférieur à 70%, mais aussi par des peuplements monospécifiques et bien sûr à des cépés trop âgés et non exploités et par des attaques parasitaires. Alors un dépérissement du châtaignier est devenu aujourd'hui le prétexte habilement mis en avant par les grosses entreprises de reboisement auprès des élus et des propriétaires forestiers pour procéder de fait à son éradication et proposer des reboisements orientés. Quand je dis des reboisements orientés, ce sont des reboisements en monoculture, c'est-à-dire d'arbres de même espèce et de préférence de résineux, comme le pin maritime en Dordogne, qui pousse plus vite, donc qui est plus rapidement exploitable. Une éradication qui se fait sous forme de coupe rase, avec comme finalité d'alimenter la filière bois-énergie en plaquettes pour les centrales à biomasse solide. Des terrains qui sont ensuite travaillés avec des engins lourds et déstructurants, pour les sols, avant d'être amendés puis plantés très majoritairement avec des essences résineuses, histoire de répondre aux besoins capricieux et fluctuants de l'industrie. Un programme d'enraisinement qui n'a rien d'anodin puisqu'il concernait plus de 50 000 hectares de châtaigniers, soit 40% de nos taillis en place. Un chiffre fantôme d'ailleurs, qui est non assumé par ceux qui le citent régulièrement et non confirmé par le conseil départemental ni par les services de l'État que nous avons interrogés. On ne sait pas d'où sort ce chiffre. La gestion sylvicole, mise en exergue par les coopératives forestières et les entreprises de travaux forestiers, ne repose sur aucune étude scientifique ou technique. Ce sont des comptages et des observations de terrain qui permettent un classement de la totalité d'une parcelle forestière comme dépérissante, à partir d'un seuil de 20% de l'essence majoritaire observée en dépérissement. Pour être plus clair, si vous avez un bois avec une majorité de châtaigniers et que 20% de ces châtaigniers sont dépérissants, on peut le déclarer situation dépérissante pour ce boisement. Et on peut donc raser la totalité de la parcelle, châtaigniers sains et autres essences avec des subventions à l'appui, des subventions d'État. Ce classement, avec un seuil très bas, engendre cette dynamique économique couplée à une volonté politique de subvention aux plantations, donc aux coupes rases, et il est en contradiction avec des recherches et des expérimentations de terrain, lesquelles montrent que les peuplements de châtaigniers peuvent être résilients. Donc, on va parler de toutes ces pratiques qui montrent qu'il y a des alternatives à la coupe rase et qu'on ne peut pas laisser juste un discours se propager sur
l'avenir du châtaignier. Les pratiques industrielles font fi des études réalisées sur cet arbre et qui montrent que d'autres solutions existent pour pallier ce dépérissement, notamment en mettant en place leur conversion ou leur transformation. Par exemple, dans les peuplements de feuillus mélangés, on peut faire une éclaircie douce, ne condamnant pas le peuplement par un choc thermique, c'est-à-dire en laissant assez d'arbres pour garder l'ombrage qui maintiendra l'ambiance forestière, l'ombre et l'humidité nécessaires pour les jeunes pousses, et surtout privilégier la diversité d'essences qui permettra une plus grande résilience des arbres face aux ravageurs et au dérèglement climatique. Cela peut être un bois avec une dominante de chêne, par exemple, et un taillis sous-futé dans lequel le châtaignier, toujours présent, aura toute sa légitimité. Dans les taillis purs de châtaigniers dépérissants, pour renforcer les arbres en bonne santé, on peut sélectionner en priorité les arbres de franc-pied, non issus d'une souche. Dans un peuplement atteint par le chancre, celui-ci semble être moins virulent grâce à l'enlèvement des tiges les plus atteintes, l'aération du peuplement et la concentration de la vigueur des souches dans un nombre réduit de tiges. Ces méthodes ont été testées par des techniciens forestiers en relation avec l'association Canopée entre 2014 et 2019. À ce sujet, vous pouvez voir le rapport de Canopée intitulé « Quelles alternatives aux coupes rases pour les peuplements dégradés ?» et elle montre une amélioration de l'état sanitaire des peuplements de châtaigniers qui en ont bénéficié. On peut envisager aussi une transformation des taillis dépérissants en futaies castanéicoles en privilégiant les semis naturels, lesquels résistent mieux aux aléas climatiques. Des essais de rajeunissement de parcelles sont actuellement mis en place sur des stations qui conviennent à cet arbre. Les stations, comme je vous le disais, ce sont les sites où vivent les arbres. Les vieilles souches sont détruites, puis remplacées par du franc-pied, et suite à ces tentatives, peu de dépérissement ont été constatés. D'autres actions sont en cours, comme l'enrichissement ou la diminution de la densité des brins dans les parcelles. Des pratiques sylvicoles comme la SMCC, c'est-à-dire la sylviculture mélangée à couvert continu, peuvent favoriser la protection ou l'émergence du châtaignier, assurer sa pérennité et ainsi lui permettre de continuer à jouer le rôle important qui est le sien dans les écosystèmes forestiers. Nous pouvons aussi ajouter que dans certains types de stations, la solution est peut-être de ne rien faire. Les taillis de châtaigniers dépérissants n'étant pas forcément morts sur pied, il existe une probabilité assez grande pour qu'ils évoluent en s'adaptant aux circonstances. Voilà, j'espère que toutes ces informations n'ont pas été trop techniques, c'est vrai, mais bon, voilà, l'arbre est un individu complexe qui vit dans un monde vivant beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et il y a beaucoup de gens qui notamment les chercheurs, se sont penchés sur cette complexité et qui savent qu'on peut trouver des solutions. L'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, a mis au point une méthode de lutte biologique contre le cynips. Vous savez, cette guêpe qui parasite le châtaignier, qui consiste à lâcher des guêpes parasitoïdes, donc d'autres guêpes, mais d'une espèce asiatique, le Thorimus sinensis, qui a été testé entre 2011 et 2015, méthode considérée aujourd'hui comme établie et qui a reçu un avis favorable de l'ANSES à son introduction en juillet 2016. Les premiers résultats dans les châtaigneraies semblent encourageants. Attention toutefois que cette espèce exotique ne fasse pas de dégâts par ailleurs, comme on l'a déjà vu, la coccinelle asiatique qui aujourd'hui détruit les populations des espèces indigènes. La prudence doit être de mise dans ce type d'expérience. Il faut donc une réelle volonté politique pour faire entendre les voix des scientifiques, des chercheurs, des techniciens et ingénieurs forestiers qui attestent, analyse et expérience à l'appui, qu'il existe des formes de gestion sylvicole respectueuses des forêts et de la multitude du monde vivant qu'elles abritent. Malgré les difficultés qu'il traverse, le châtaignier a et aura toujours pleinement sa place dans nos forêts périgourdines. Les inquiétudes sur sa pérennité sont légitimes, mais nombre de solutions existent qui doivent être mises en place avant de le condamner définitivement. Il est et restera un arbre emblématique du Périgord avec une forte valeur patrimoniale. Il fait partie de nos paysages et de notre culture.
Dans le passé, il a déjà su montrer ses capacités de résilience. Il saura probablement nous montrer dans un futur proche qu'il est un arbre parfaitement adapté à nos territoires ruraux. Que vive le Castanea sativa, c'est-à-dire le châtaignier. En attendant, n'hésitez pas à consulter notre site, notre page Facebook ou Instagram. Vous y trouverez des actualités sur la forêt, des conseils de lecture, des vidéos. Tapez SOS Forêt Dordogne dans votre moteur de recherche et vous nous trouverez. À bientôt et profitez bien des promenades en forêt. SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines.